Bonjour Gwenaël, Bonjour Stéphane. j'ai envie de dire enchanté puisque on ne s'est parlé que par écran bah là aussi, mais on ne s'est jamais vu et voilà, on s'est découvert l'un l'autre sur les réseaux sociaux et comme le thème actuel qui me concerne personnellement bah, est en lien avec l'attachement et notamment l'attachement traumatique, eh bien j'avais envie bah voilà, de cette discussion et, et de découvrir ton point de vue d'une manière approfondie. Est-ce qu'en premier lieu, est-ce que tu peux bah, aller te présenter? Oui, donc déjà merci Stéphane de m'inviter. Moi je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui, hein. Je connais ton travail depuis quelques temps déjà. Et je trouve que tu apportes beaucoup avec une unicité dans ta manière de parler de la transe, du travail sur soi, de plein de choses. Et ça aide dans un paysage parfois qui peut être un peu, qui peut manquer de chaleur, d'humanité et de sensibilité, hein, la psychologie et la découverte de soi en général. Donc, merci de m'inviter. Vraiment, je suis hyper contente d'être là. Voilà, donc pour me présenter, moi je suis psychologue, hein. C'est une reconversion, hein. À la base, je faisais tout autre chose, mais j'étais appelée par les événements de la vie, hein, qui sont toujours là pour nous aider à devenir psy et à m'occuper des personnes, de les accompagner. Donc, j'ai travaillé 10 ans à peu près en psychiatrie publique, où j'ai beaucoup appris, où j'ai beaucoup rencontré vraiment l'humain, hein, l'humain évidemment dans sa souffrance, mais aussi dans toute sa beauté. Et puis maintenant, je suis à mon compte, je fais beaucoup de stages thérapeutiques. J'accompagne maintenant les gens plutôt avec le groupe. Je fais presque plus l'individuel après en avoir fait longtemps. Et j'utilise beaucoup les états élargis de conscience. Donc, je suis formée en respiration holotropique. Je m'intéresse aussi forcément au travail avec les psychédéliques, hein, parce que pour moi, c'est une voie d'avenir pour la psychiatrie, mais aussi de manière générale pour tout le monde. On en reparlera éventuellement. Et puis, je suis aussi formatrice, superviseuse. C'est-à-dire que j'aide des professionnels thérapeutes comme moi à affiner leur regard, leur connaissance, puis surtout leur pratique et leur posture. Et je me base en effet beaucoup sur le paradigme de l'attachement, qui est une théorie et un champ qui n'explique pas tout, hein, bien sûr, mais qui est, selon moi, quand même une base à la fois accessible et en même temps riche, complexe, qui peut être aussi plein de nuances pour expliquer les souffrances et aussi les évolutions de potentiel et d'ouverture de l'humain, quoi. Voilà, en gros, en résumé. Et alors, dans le paysage français, alors je m'excuse peut-être pour le côté désagréable de ce que je vais dire, mais tu es pour moi la référente sur le domaine de l'attachement et sur cette théorie finalement. Et là, j'ai découvert quelque chose, c'est absolument fabuleux Mm. la manière dont tu as de présenter ça. Et pour rentrer dans le sujet, j'ai une toute première question. Après, le reste, ce sera, comme d'habitude, relativement improvisé. C'est quoi, pour toi, guérir? Il y a Mm. ce mot-là, mais en fait, c'est quoi? Mm. Dans la dimension psychologique. Alors déjà, le mot guérir, il y a beaucoup de mes confrères et consoeurs qui n'osent pas l'utiliser, hein. Par exemple, concrètement, mon premier bouquin, il s'appelle Guérir les blessures d'attachement. Et j'ai un peu dû me battre quand même avec une certaine vision mais on peut apaiser, on peut réconforter, on peut améliorer, mais est-ce qu'on peut vraiment guérir? Et en fait, moi, je tenais absolument à ce qu'il y ait le mot guérir dans mon premier bouquin. Parce que je pense vraiment que déjà, on peut guérir de blessures, de traumas. Et puis aussi parce que l'intention qu'il y a dans la force de ce mot va porter, hein. L'action suit l'intention, comme je dis souvent. Donc, c'est parce qu'il y a d'abord un mouvement, hein, un élan, quelque chose qui m'emmène vers, qu'après, je peux y aller. Et moi qui ai travaillé avec des patients quand même très abîmés, hein, par la vie en psychiatrie,
Je sais à quel point, quand on accompagne des gens, hein, ou quand on est auprès d'eux, hein, ça peut être dans un couple par exemple, euh, il est important de porter une certaine énergie d'espoir. Et c'est pour ça que sciemment, moi, j'utilise ce mot guérir. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Déjà, d'un point de vue très concret, on va dire, mais c'est important. Je pense que c'est avoir une vie qui soit déjà, comment, avec un quotidien plus calme, moins chaotique, moins anxieux, moins dépressif, parce qu'il y a en fait énormément de gens qui souffrent de ce qu'on appelle classiquement les syndromes anxio-dépressifs. Énormément, hein. Je pense qu'on est une société quand même bien malade, donc on a des individus bien malades. Et et il y a beaucoup de gens pour qui le quotidien, c'est quand même plus un chemin de croix que quelque chose de OK. Tu vois, on n'en est même pas encore à se réaliser, hein. Je parle juste déjà, tu vois, d'avoir quelque chose qui soit sympa, au moins une partie du temps, hein. Donc ça, déjà, c'est un objectif qui, pour moi, est important. C'est l'objectif de la psychologie, de la psychothérapie. Et après, moi, je rajoute aussi un plan un peu plus profond, plus spirituel, qui serait sur, donc au-delà du corps et de l'esprit, sur un plan de l'âme, où, avec cette vision que probablement on s'incarne dans cette vie, hein, dans ce corps-là, avec quelque chose à faire pour, alors guérir, ce sera peut-être un peu étrange de le dire, mais en tout cas pour avancer sur un chemin de croissance, euh, de mission, d'évolution dans ce qu'on a à faire dans cette vie-là. Et c'est là où c'est pas simplement avoir une vie qui soit OK et qui fonctionne, c'est vraiment trouver ce qu'on a à faire ici-bas, ce qui rend, ce qui donne du sens, hein. La perte de sens est aussi un fléau énorme dans notre société. Du sens, ça peut être dans un boulot, ça peut être en construisant une famille, ça peut être euh, en œuvrant pour des causes, etc. Mais au-delà de ça, au-delà du concret, c'est vraiment trouver qu'est-ce qui fait vibrer mon âme, en fait. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me réveiller tous les matins? Et moi, par exemple, j'ai donc fait une première carrière en marketing, hein, surtout pour plaire à mon père, hein, des grosses blessures narcissiques à cet endroit-là chez moi. Et je me sentais appelée à aller ailleurs, hein. C'est pour ça que très vite, en fait, j'ai repris le chemin de la fac et je suis devenue psy après. Mais parce que je sentais cet appel en moi que j'avais vraiment comme ouais, des habilités naturelles à écouter, à accompagner. Et à partir du moment où j'ai changé de voie, et puis j'observe aussi que en allant de plus en plus vers ce qui me ressemble, c'est-à-dire des psychothérapies corporelles, c'est sûr, mais aussi spirituelles, eh bien, je suis au bon endroit. Et il y a quelque chose qui est de plus en plus fluide d'ailleurs. Tu vois. Les, mon travail, d'ailleurs, je l'appelle rarement travail, c'est vraiment quelque chose qui se déroule de plus en plus naturellement, avec de moins en moins de difficultés ou d'obstacles, hein. Et c'est là où je sens, moi, qu'il y a quelque chose qui se guérit, hein. Non seulement je pense avoir guéri une bonne partie, hein, évidemment pas tout, mais de mes traumas de base, tout ce que j'ai pu vivre avec mes parents, qui ont fait que j'étais quand même bien chaotique dans ma vie, hein, bien désorganisée au niveau de mon attachement quand j'étais notamment jeune adulte, dans mes relations amoureuses, entre autres. Donc ça va mieux, tu vois. Donc c'est la première partie de la guérison. Mais moi, j'ai pas envie d'en rester là, hein. Je veux aussi, quelque part, manifester dans cette vie, hein, dans cette incarnation-là, ce pourquoi mon âme a décidé, là, de descendre cette fois-ci encore. Donc, est-ce qu'on peut parler de blessure de l'âme? Peut-être, oui, et dans ce cas, c'est la guérison de ça, mais c'est au-delà de ça, pour moi, c'est vraiment ouvrir, en fait, cheminer, continuer à avancer. D'accord. Et je rebondis un peu sur les mots que tu emploies. Tu parles d'âme, tu parles d'incarnation, tu parles de mission. Ouais, Et quelque chose chez qu'on pourrait dire chez les psychologues, c'est pas quelque chose qui est très présent, et voire même qui génère parfois beaucoup de méfiance. Et puis on est en train de parler ici de spiritualité. oui. Et je t'ai entendu à un moment dans une des interviews que tu as données Mhm. parler de contournement spirituel. Mm. Est-ce que tu peux nous parler Mm. de ce phénomène-là? Et tu vois, moi, ce que j'aime bien faire, c'est demander, est-ce que tu peux m'expliquer
nous expliquer le contournement spirituel de la manière la plus simple et accessible possible. Ouais. Alors, en effet, moi, je parle de spiritualité parce que c'est vraiment ma manière d'être, en fait. Donc, c'est forcément ma manière d'être psy. Voilà, c'est tout. Hein, je peux pas dissocier, tu vois, les choses. Et puis, il y a quand même de plus en plus de psy qui s'intéressent à ça, hein, même si c'est minoritaire. Hein. La psychologie transpersonnelle, ça allie tout ça. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je me passionne de ça. Le contournement spirituel, c'est d'utiliser le discours et des actes de l'ordre de la spiritualité pour éviter des enjeux psychologiques, de travail des profondeurs, notamment des travails traumatiques. Alors, de manière encore plus simple, ce que je dis souvent, c'est que méditer sur un zafou toute la journée, c'est peut-être super, mais à un moment, c'est bien aussi d'aller voir qu'est-ce qu'on a vécu et de prendre aussi de temps en temps un petit rendez-vous d'introspection et idéalement avec un thérapeute, en gros. Hein, parce que on est, à nouveau, je vais reparler de l'incarnation, mais on est des êtres incarnés, on vit dans la matière, on a un corps qui est vibrant, qui peut être malade, hein, qui va mourir, et qui est le support, en fait, autant des joies que des drames. Donc, quand on a vécu des traumas, des blessures, c'est dans le corps que ça s'est enregistré. Et le contournement spirituel, c'est croire que on peut se séparer de ce corps. C'est impossible. Et dans ce cas-là, ça s'appelle du contournement spirituel. C'est croire qu'on est comme une entité désincarnée, là, qui en se reliant aux énergies, notamment divines et subtiles, hein, qui existent selon moi véritablement, mais que on va, tu vois, bypasser, en anglais contourner en fait, hein, le travail, certes beaucoup moins un peu gluant, où il faut quand même aller dans la bouse en fait pour être clair, qui est d'aller voir, quand j'avais 8 ans, j'ai vécu ça et j'ai cru mourir. Toute mon adolescence, il y a eu ci et c'était une solitude extrême et ainsi de suite. Et ça, c'est un travail dont on peut pas faire l'économie. Et il y a tout un, effectivement, enfin, il y a un vrai risque de ces dérives-là dans les milieux spirituels. Hein. Moi qui fréquente, je pense, autant les milieux psychologiques que spirituels, j'observe, par exemple, quand je peux me retrouver dans des retraites ou des choses, pour le coup, où la spiritualité est première, quand même un certain nombre de gens qui ont cette croyance que, en passant uniquement par cette voie-là, ça va suffire. Eh Oui. bien non, en fait, ils sont rattrapés. Et qu'est-ce qui rattrape en premier lieu, de toute manière, c'est le corps. Est-ce qu'on pourrait dire, euh, puisque tu parles de milieu, est-ce qu'on pourrait dire que le milieu spirituel manque de psychologie et le milieu psychologique manque de spiritualité? Ah oui, complètement. Et Oui. d'ailleurs, il y a un auteur qui relie les deux, enfin, il y en a plusieurs, hein, mais Mm. quand même, pour moi, un majeur, c'est quand même John Welwood qui a écrit pour une psychologie de l'éveil. Et le sous-titre, c'est Psychologie et spiritualité. Hein. Il y a peut-être quelques autres mots, mais en gros, ça relie les deux. En fait, c'est tous les acteurs principaux du mouvement transpersonnel, C'est hein, ça. moi je pense à Ken Wilber, Oui, Wellwood est pour moi entre guillemets le numéro un, mais Ken Wilber et puis d'autres maintenant, mais sans se réclamer du mouvement spirituel, Gabor Maté est une référence absolument oui, extraordinaire, oui, notamment sur l'attachement et les addictions. oui. Euh, Stanislas Grof, hein, le fondateur de la respiration anthropique, hein, qui est un psychiatre et donc, qui a un travail empreint aussi de cette ouverture-là. Moi, j'aime bien citer Jung. Hein, pour moi, mon mentor numéro un, c'est Jung. ouais. Hein, c'est cet immense psychiatre qui a allié très tôt, hein, il y a déjà un siècle, hein, les deux versants, parce qu'il avait aussi, il le décrivait, ces deux personnalités, à la fois une très rationnelle dans la vie, hein, c'est un père de famille, protestant, une vie quand même très bourgeoise classique, et en même temps, qui faisait des rêves incroyables toutes les nuits, qui partait Ouais. en transe spontanée, etc. Est-ce que, moi j'aime bien tenter de vulgariser, est-ce qu'on pourrait dire finalement, donc tu vois, moi je vois un peu, c'est pas tout à fait juste, hein, mais je vois un petit peu les traditions orientales et ce qui commence Mm. à être une tradition occidentale qui est finalement encore très freudienne et sclérosée. Jung, Mm. celui qui a tenté en premier lieu Mm. d'unifier les deux, est-ce qu'on pourrait déjà dire que
les approches spirituelles orientales sont une forme de psychologie ancestrale qui allait beaucoup plus loin que la démarche psychanalytique dans laquelle nous sommes, je vais le prononcer, englués depuis 150 ans, Surtout freudienne, en France, surtout en France. patriarcale, surtout Mm. en France. Mm. Euh, et est-ce qu'on pourrait même aller jusqu'à dire que dans ce chemin de guérison, puisque maintenant on a posé quelques mots sur la notion de guérison, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que la spiritualité ne suffit pas, la psychologie ne suffit pas, c'est-à-dire que faire du yoga toute sa vie ou se poser sur un zafou ne suffit pas, et Mm. aller voir un psy ne suffit pas non Mm. plus, et que c'est Oui. vraiment la rencontre des deux sur le champ transpersonnel, justement, qui permettrait quelque chose de nouveau et d'unique et d'efficace. Qu'est-ce que tu as Mm. à dire? Mais je suis tellement d'accord avec ça. Et tu vois, je vais être concrète en psychiatrie, par exemple. Il y a des patients que je n'arrivais pas à aider uniquement avec les outils de la psychologie, hein. Il y a des patients, des personnes qui ont vécu des choses tellement dures qu'ils sont déconnectés d'eux-mêmes. Tu vois, ils sont en mode robot, hein, on appelle ça la dissociation. Ils peuvent avoir donc des idées suicidaires et on peut le comprendre parfois quand on entend leur vie. Ces personnes-là, moi en tant que psy, si je commence à leur dire racontez-moi ce que vous avez vécu, déjà, bon, je ne fais jamais ça comme ça évidemment, mais certains le font, on peut juste les retraumatiser, hein, et les engluer encore plus dans le trauma, le trauma. Et puis à un moment surtout, il y a des personnes, ils ne peuvent pas aller là. Ils ont, si tu veux, ils ont juste la force vitale juste pour continuer à fonctionner. Donc ça sert à rien d'aller dans le chemin psychologique classique, qui d'aller comprendre papa, maman, mes traumas, etc. Ce qu'il faudra faire avant tout, selon moi, c'est de les reconnecter en fait au flux de la vie. Et une des manières de reconnecter au flux de la vie, c'est la spiritualité, hein. Je vais te donner un exemple très concret, hein, que je donne parfois tellement il m'a marqué. Je suivais une dame, une jeune femme, en psychiatrie. Je l'ai suivie pendant longtemps parce qu'elle a été hospitalisée chez nous 1 an et demi, ce qui est énorme pour là où je bossais en fait, hein. Et elle avait fait une dizaine de tentatives de suicide et puis pas des appels à l'aide, hein, avec des doses vraiment mortelles en fait, notamment de médicaments. Elle aurait dû y passer plein de fois. Bon, et cette dame, elle est toujours là. C'est un peu un miracle. Personne ne comprend. Son foie est dans un état absolument incroyable. D'ailleurs, à un moment, elle est candidate pour une greffe de foie et le service de spécialité là-bas refuse son dossier parce que trop, tu vois, trop grave, un cas trop désespérant, quoi, et désespéré. Voilà le tableau. Cette dame, je ne sais même pas la peine de raconter son enfance, c'est des traumas épouvantables dès l'arrivée au monde, etc. Moi, je suis face à elle en tant que psy. Elle est complètement dissociée par son niveau traumatique et aussi parce qu'elle est shootée au médoc, parce qu'on veut juste éviter qu'elle fasse une tentative de suicide de plus, tu vois. Moi, je suis psy, je me retrouve avec elle dans mon bureau. Qu'est-ce que tu veux que j'aille lui parler de papa, maman, ou même de faire des exercices de respiration? Elle veut juste partir, en fait, cette femme. Elle n'en peut plus de cette vie. Elle a vécu des trucs qui expliquent qu'elle n'en peut plus. Son passé est terrible, son présent est terrible. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, en fait, c'est là où je remercie la vie d'avoir mis la spiritualité assez tôt dans mon existence pour être connectée à ça. Et un jour, elle revient d'un séjour encore aux urgences où elle a fait une énième tentative de suicide et elle a survécu encore. Et je suis face à elle. Je sais qu'elle est chrétienne, croyante. Elle a 2 enfants qui sont placés déjà depuis plusieurs années. Et c'est un peu aussi son seul motif de survie, quelque part inconscient, hein, qu'elle ait des enfants. Et donc, je sais qu'elle croit en Dieu et que là, il y a un truc, parce qu'elle a toujours une croix, elle l'a déjà mentionné. Et donc, je lui dis, et ça, c'est pas moi mon cerveau qui l'a pensé, hein, j'ai été, je pense, vraiment aidée. Et je lui dis, écoutez, je crois que, en fait, Dieu ne veut pas de vous. Silence. Et elle, qui était toujours, tu vois, je voyais à peine ses yeux, toujours léthargiques, hein, elle ouvre un œil, elle me regarde, et là, il se passe un truc, une connexion. J'ai appuyé sur le bouton intérêt à l'intérieur d'elle. Et s'en est suivi une discussion, hein, pas non plus incroyable, ni trop longue, ni trop profonde, mais quand même, il y a eu un truc qui s'est ouvert parce que je suis allée là-dessus.
hein, sur le fait que si elle était encore vivante malgré son envie tellement forte de mourir, c'est qu'il y avait un sens. Et donc ensuite, j'ai dit, ben, à votre avis, si Dieu ne veut pas de vous, parce que là, vous êtes encore dans mon bureau, alors que vous devriez être hein, à la morgue, ailleurs, quel est le sens? Pourquoi vous êtes encore là? Et là, on a pu petit à petit, tu vois, aller tisser un truc sur le sens que, ben, si elle est encore là, elle a quelque chose à faire ici-bas, hein. Et notamment, retrouver un jour ses enfants, parce qu'elle-même avait été placée, ses enfants sont placés, hein, et en fait, c'était terrible pour elle de répéter. Et à partir de ce jour-là, je dis pas que c'est à nouveau que c'était miraculeux, mais il y a un truc qui s'est ouvert en elle et surtout entre nous, pour que tu vois, on aille bosser ça, hein. Et on est revenu régulièrement sur ça, sur le sens en lien chez elle, avec voilà, une volonté divine qu'elle reste sur Terre parce qu'elle a quelque chose à faire, quoi. Hmm. Hein, donc ça, c'est un cas un peu extrême. Mais il y a beaucoup de cas, de personnes que j'ai accompagnées où si j'avais pas parlé du sens de la vie en connexion avec le subtil, hein, mais le subtil, pour moi, c'est pas que le divin, hein, c'est aussi les animaux, le végétal, la terre. Il y a des gens qui sont naturellement connectés avec tout ça, mais qui n'y arrivent pas avec les humains. Bah là, tu as une voix aussi, hein. Et pour moi, c'est aussi la spiritualité, ça, tu vois. Est-ce que pour toi, les psychédéliques, puisque tu as prononcé ce mot en début, est-ce que les psychédéliques ont un rôle à jouer dans l'accès à la spiritualité? Pour moi, très important, à deux niveaux. Le premier, parce que pour moi, le premier usage des psychédéliques dans mon champ, c'est d'avoir enfin une médecine qui soit équivalente en termes de puissance à la dissociation, quand celle-ci est grave, hein. Par exemple, ma patiente, elle était tellement dissociée qu'elle ne réagit plus du tout aux médicaments, hein. C'est logique, hein. La dissociation est plus forte. Moi, je pense que ce type de patient, avec des médecines douces, hein, notamment la MDMA, pour démarrer évidemment, elle peut peu à peu, tu vois, réouvrir ce qui est archi cadenassé pour des questions de survie. Cette dame dont je viens de vous parler là, évidemment qu'elle est archi dissociée parce que si elle ouvre un peu les portes de la dissociation, enfin c'est terrible, tu vois. Donc voilà, c'est une survie. Mais moi je crois que avec évidemment un cadre aux petits oignons hein, et puis les bonnes médecines pour elle sûrement la MD, eh bien tu pourrais peu à peu, tu vois, réouvrir quelque chose, hein. Ça c'est le premier niveau pour moi. Donc, comme on le fait avec le MDR, avec le FT, mais sauf qu'évidemment, là, on le fait mieux. Et il y a des cas quand même où on n'y arrive pas en EFT, en EMDR, parce que c'est trop cadenassé. Ça, c'est pour moi le premier niveau d'usage des psychés. C'est pour ça que ça m'intéresse en psychiatrie. Et puis le deuxième niveau, bah, c'est bien sûr sur un plan plus profond, hein, d'ouverture alors, je sais jamais quel mot utiliser parce qu'il faudrait les définir derrière, mais de la conscience, hein, de l'âme, en tout cas du cœur, hein. Parlons du cœur, là, on n'a pas trop de problèmes, je pense, tout le monde comprend. Et trouver ainsi ben, un chemin pour mettre du sens, hein. Tu vois, par exemple, cette dame, elle a quelque chose de très relié. Elle voyait sa grand-mère morte dans sa chambre, cette patiente. Elle n'osait en parler à personne parce qu'elle savait que si elle en parlait au psychiatre, elle allait être encore plus médiquée. Mais à moi, elle m'en a parlé un jour, Oui. hein, et ça faisait longtemps qu'elle voyait les défunts. Donc elle a une connexion comme beaucoup de traumatisés, en fait. Et c'est là où les psychés peuvent aussi aider, tu vois, hein, mais il faut que ça soit bien, à nouveau bien accompagné, mais ça peut aider à Alors, retrouver cette connexion pour retrouver la connexion avec l'ici-bas, quoi, hein, l'incarnation, la vie, quoi, je le fais, concret. je fais le petit disclaimer habituel. On parle de psychédéliques. Je rappelle que c'est interdit en France. Oui, Parle de cadres aux petits oignons, etc. Ce sont des choses qu'on ne conseille à personne et n'incite personne à enfreindre la loi dans le pays auquel il se trouve. En Suisse, à titre d'exemple, il y a 40 psychiatres qui sont autorisés à travailler avec le LSD, la MDMA et la psilocybine notamment. En France, ce n'est pas encore le cas. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard sur le sujet. oui, c'est sûr. Mais on avance quand même, hein, il y a des recherches qui ont démarré récemment au CHU de Nîmes, par exemple, en addicto. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Moi, dans mon service, par exemple, c'est intéressant, j'ai vu des essais d'eskétamine, Hmm. hein.
Alors, l'eskétamine n'est pas la kétamine, hein, c'est un peu le problème parce que du coup, c'est quand même bien breveté par des labos pharmaceutiques, cette affaire, donc c'est un peu la dérive. Mais c'est pas inintéressant parce que moi, j'ai vu mon chef de service, hein, un psychiatre, plutôt neuropsychiatre, archi rationnel et tout, cartésien, bam bam, avec les bons côtés et les mauvais côtés, et qui du coup pouvait être sensible à ces pistes-là, hein. Donc, il y a des choses qui avancent. Il y a des choses qui avancent, et puis le paradigme aujourd'hui dans lequel on est a tendance à disqualifier les savoirs ancestraux en matière de Oui, psychédélique et de c'est un plantes grand sacrées, problème. qui, quand on ne s'y intéresse pas beaucoup, on a l'impression que les psychédéliques, c'est tout nouveau, ça a 70 ans, et puis ça revient sur le devant de la scène depuis 20 ans, mais en fait non, ça fait 5000, 10 000 ans, euh, Oui. au cœur des traditions, et peut-être même, ça c'est le sujet un peu de mon travail personnel, au centre des traditions spirituelles et à la source Mm. du sentiment spirituel. Je vais rebondir sur un mot que tu as utilisé plusieurs fois et te poser une question. Le mot que tu as utilisé plusieurs fois, c'est dissociation. Oui. Et moi, j'aimerais savoir si pour toi, il y a un lien ou un pont entre attachement évitant et dissociation. Alors, c'est un pont très direct, alors. Hein, c'est pas un grand viaduc, c'est direct. En fait, l'attachement évitant vient de la dissociation. On peut dire ça comme ça. Les personnes qui sont dans un attachement évitant, c'est-à-dire qui sont en difficulté pour ressentir leurs propres émotions et les communiquer aux autres, et donc de même avec les émotions des autres, hein, qui vont avoir du mal à sentir celles des autres et puis à être en présence des émotions des autres. C'est des personnes qui se sont protégées de ça, de ce monde émotionnel, pour des bonnes raisons, hein, qui sont des raisons de survie. La plupart des évitants ont vécu dans des familles où l'émotion n'était pas bienvenue, voire même elle était mal jugée, hein. Par exemple, mais arrête de pleurer, mais non, t'as pas mal, t'as l'air d'une folle quand tu cries. Vous voyez, donc ça c'est très explicite, par exemple. Soit c'est implicite, c'est-à-dire des parents qui eux-mêmes ne montrent pas leurs émotions, en parlent encore moins. Chacun est un petit peu dans son coin, hein. On fonctionne, on vit ensemble, on mange ensemble, on dort sous le même toit, mais la connexion émotionnelle, qui est quand même la base de l'humain, n'existe pas, hein, un désert émotionnel. Donc ça crée évidemment des protections, hein. Et une protection tout à fait efficace à ça, bah, c'est d'éviter ce monde émotionnel. Parce que si j'ai fait l'expérience un certain nombre de fois que quand je vais pas bien, soit il y a personne, soit il y a quelqu'un, mais on me dit en gros de ravaler mon émotion, bon ben la bonne stratégie, c'est de ne plus montrer. Oui. Et ça, l'attachement évitant, c'est ça. C'est de se déconnecter de ses émotions. Donc, en fait, c'est de la dissociation, hein. La dissociation vient du monde du trauma, et trauma et attachement sont complètement liés, hein. Les attachements insécures viennent de traumas d'attachement. Et un trauma d'attachement, c'est d'avoir vécu des moments, mais souvent c'est des périodes en fait, hein, des périodes de vie, parfois c'est toute l'enfance, où pour continuer à fonctionner, je me suis dissociée, je me suis déconnectée de mon corps, parce que c'est là que résident les émotions, pour continuer à avancer. Et donc plus tard, ça va faire des adultes qui ne savent pas ce qu'ils ressentent, ne savent pas leurs sentiments amoureux, par exemple, pour quelqu'un, vont plutôt avoir tendance à s'isoler. Donc, ça ne veut pas dire que c'est des célibataires ou des ermites dans des grottes, hein, mais ils vont moins s'engager et surtout moins être en connexion, même physique, hein, voire sexuelle avec l'autre, parce que c'est leur mode de protection. Ok. Et je t'ai entendu à un moment parler dans une autre vidéo de vrais bombes à retardement. Oui, oui, parce que en apparence, les personnes évitantes, contrairement aux personnes qui ont un attachement anxieux, hein, on y reviendra peut-être, tu peux te dire que bah, elles n'ont pas trop de problèmes parce que d'apparence, euh, tu veux, elles avancent dans la vie sur tous les plans. Elles peuvent te sembler même plutôt confiantes en elles, hein, capables de driver plein de choses et de résister à l'adversité. Mais en fait, vu que c'est en fait du refoulement, c'est une bombe à retardement qui se cache derrière. Dans le sens où si tu mets de côté à chaque fois qu'elles surviennent tes émotions,
Souvent, c'est certaines plus que d'autres, selon les gens. Certains vont plutôt refouler la colère, d'autres la tristesse, hein. Ça dépend un peu des constructions aussi du sexe, c'est un peu genré cette affaire. Euh, En tout cas, quand les émotions sont refoulées, quelles qu'elles soient, et chez certains, c'est toutes les émotions, eh bien, tu es en train de mettre de côté des trucs qui font effectivement tic-tac et qui, à un moment ou un autre, vont te péter à la figure. Et souvent, ça explose sous forme somatique, donc c'est le corps qui part. Et souvent, ça va être à la période de crise de milieu de vie, hein, dont parlait déjà Jung d'ailleurs, hein, qui est une période très favorable quelque part pour changer, mais encore faut-il se rendre compte de ce qui se passe. Et typiquement, tu as milieu de vie, 40, 50 ans, ces personnes-là vont commencer à avoir des problèmes physiques. Et là, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être des maux digestifs, hein, parce que les émotions sont bien dans le ventre. Ça peut être, tu vois, le dos, hein, des choses qui se bloquent, qui se figent. Et ça peut même être des choses plus graves, hein, des choses plus internes encore, des débuts de maladies importantes, hein. On sait qu'il y a un lien statistiquement facile à montrer entre le cancer et l'attachement évitant, par exemple, tu vois. Oui, Donc, c'est une bombe à retardement sur un plan somatique et aussi au niveau relationnel, parce que, euh, par exemple, un couple qui a peut-être fonctionné pendant 20 ans parce qu'il fallait s'occuper des enfants, parce qu'il y avait plein de choses à gérer à la maison, nanana. Et puis, un jour, les enfants ont suffisamment grandi pour partir ou être proches de partir. En tout cas, c'est plus tant une préoccupation majeure pour les parents. La vie, elle s'est calmée, donc il y a aussi moins de défis, peut-être moins de, tu vois, d'enjeux de boulot, des choses comme ça. Et là, en fait, tu peux te retrouver face à toi-même dans le couple, hein. Et c'est là où ça peut faire un peu mal et y avoir une personne qui va reprocher à l'évitant bah, ce mode de fonctionnement qui peut-être dure depuis longtemps, mais à un moment, on a envie d'autre chose, quoi, hein. Et c'est aussi donc une bombe à retardement sur le plan amoureux, même amical, j'ai envie de dire. oui. Donc le refoulement ou la dissociation de ce que j'entends, hein, le refoulement, Oui. la dissociation de certaines choses finissent peut-être, souvent en tout cas, par se manifester soit par des mots physiques, Mm. soit par des Des crises relationnelles, des déflagrations émotionnelles. oui, voire même des déflagrations, oui. Voilà. OK. Ouais. Ou des problèmes encore autres, hein. Ça peut être des problèmes professionnels, par exemple, avoir un licenciement, un problème au boulot, qui en fait te fait complètement perdre le nord, hein. Souvent, les personnes évitantes vont beaucoup Oui. investir le concret, donc le boulot, entre autres. Oui. Et si à un moment ça s'effondre, sur quoi tu t'accroches, hein, ben, Absolument. parfois, il n'y a plus grand-chose, quoi, Absolument. hein. Ou aussi, c'est bien de le mentionner, la mort de quelqu'un, typiquement d'un parent, hein. On peut croire, par exemple, que bah, moi, la relation avec mes parents, ça va, pas de problème. Bon, euh, je vais les voir 2 fois par an et tout va bien. Ça me fait rien quand j'en parle. Ça, c'est typiquement un discours d'évitant. Et puis, un des parents, hein, décède, hein, et là, en fait, quand un parent avec qui on a eu des relations compliquées décède et qu'on n'a pas guéri ces relations, hein, j'ai réutilisé exprès le mot guérir, eh bien, tu peux te prendre une sacrée claque au moment du décès. Et Oui. c'est là où tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas résolu, hein, voire pas du tout parfois. Oui. Et là, tu as un double deuil à faire souvent. C'est le deuil que la personne n'est plus là. Et en plus, elle n'est plus là, donc tu peux plus réparer, enfin en tout cas sur un plan 3D, on va dire, la relation. Heureusement, on peut le réparer selon moi sur un autre plan, mais ça peut être très douloureux. Ça, c'est aussi un signe de quelque chose qu'on a refoulé, tu vois. Alors, ça fait 20 minutes qu'on parle d'attachement. Je pense que la plupart des gens qui nous regardent sont un peu informés sur cette articulation-là. Selon les auteurs, il y a trois, parfois quatre, parfois cinq styles d'attachement. Est-ce que, pour ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler, est-ce que tu peux nous faire de la manière la plus simple, la plus synthétique possible, la description de la théorie de l'attachement? Alors déjà, on dit souvent théorie, mais en fait, on devrait dire principe, hein, parce qu'il y a quand même des décennies d'études et de travaux. Donc, contrairement à la théorie psychanalytique, par exemple, qu'on ne pourra jamais prouver, c'est plutôt des principes, hein, qui sont bien avérés. Alors, donc l'attachement, déjà, c'est cette force vitale en nous, qu'on a tous, hein, et qui vient de notre nature animale, d'aller chercher quelqu'un, un autre humain, quand on va pas bien. Voilà, c'est ce qu'on appelle la pulsion d'attachement.
hein, la force d'attachement. Donc, on ne peut pas ne pas s'attacher, hein. Quand on vit quelque chose de difficile, il y a un système en nous, à nouveau, précablé, hein, inné, qui va s'activer, un peu comme un logiciel quand tu allumes ton ordi, quoi, pour aller chercher quelqu'un. On est câblé pour ça, c'est pour ça qu'on a des sens, c'est pour ça aussi qu'on a des membres, qu'on peut aller chercher quelqu'un avec nos mains, avec nos pieds, hein, qu'on peut parler, etc., qu'on peut, avec les yeux, manifester aussi notre désir, etc. On est équipé pour. Seulement, la manière avec laquelle on va surfer avec ce système d'attachement va varier selon ce qu'on a vécu. Pour, a priori, une personne sur deux, mais à mon avis, ce chiffre est surestimé, selon moi, c'est moins, on a un attachement dit sécure. Ça, c'est des personnes qui ont vécu dans un environnement globalement stable, globalement sécurisant, des parents parfaitement imparfaits comme tous les parents, mais globalement qui tenaient la route, quoi, en gros, hein. Et ça va faire des personnes qui vont acquérir dès le début de la vie une confiance en eux-mêmes, ils ont de la valeur, une confiance dans l'autre, l'autre peut m'entendre, il peut m'aider quand je vais pas bien, et puis une confiance globalement dans le monde. C'est-à-dire, la vie vaut la peine d'être vécue, il y a des trucs sympas à explorer, on n'est pas là pour rien, etc. Donc il y a quelque chose globalement qui est stable, qui est relativement régulé au niveau émotionnel, et puis qui est aussi actif, hein, qui peut du coup se mettre en route. Un gamin sécure, il a envie d'aller à l'école. Un jeune adulte, il a envie de parcourir le monde, de faire des études, etc. Et plus tard, on a aussi envie d'être en couple, l'aventure du couple, etc. Donc ça, c'est l'attachement dit sécure. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés, hein. On peut faire une dépression si on a un attachement sécure, hein, parce que parfois la vie, elle est dure, voire très dure. Mais on va demander de l'aide, on va essayer de mettre du sens sur l'épreuve et puis on va se rétablir plus vite. Voilà. Et ensuite, on a trois attachements dits insécures. Donc là, globalement, c'est des environnements familiaux insécures, c'est-à-dire où soit il y a eu du trop, soit du pas assez. Du trop, ça peut être trop de cris, trop d'anxiété chez les parents, trop d'épreuves, trop de drames, hein. Donc ça peut être aussi sociologique, hein. C'est pas la même chose si tu vis dans une banlieue avec multiples problèmes où tu flippes à chaque fois que tu sors que si tu vis ailleurs, hein. Donc c'est vraiment très général tout ça quand je parle d'environnement. Donc il y a eu trop, hein. Ça peut être évidemment des coups, hein, de la maltraitance émotionnelle, voire donc physique et puis sexuelle. Et le pas assez, on l'oublie trop souvent, est aussi une cause d'environnement insécure. Là, c'est quand ce qui a fait trauma, hein, ce qui a fait blessure, c'est pas tant ce qu'on a vécu, donc le trop que je viens de dire, mais c'est ce qu'on n'a pas vécu. Et c'est le désert affectif, hein, souvent, en premier lieu, dont j'ai déjà parlé. Donc concrètement, bah, ça peut être des parents là mais pas là, hein, par exemple qui bossent beaucoup, du coup qui sont peu dispo pour leurs enfants. Un manque aussi d'étayage plus général, hein. On dit souvent il faut un village pour élever un enfant. Où sont les villages? Où sont les grands-parents d'avant? Hein, où sont tout ça? On a beaucoup moins aujourd'hui. C'est aussi l'absence de regard, de câlin, de gestes tendres, de réconfort, hein, dont on a tous besoin, hein, du berceau jusqu'à la tombe, comme disait Bowlby, nos besoins d'attachement. Et ça peut être aussi un manque d'encouragement, tu vois, de soutien, hein. Par exemple, des parents qui étaient peut-être euh, présents là quand ça allait pas, mais qui vont être trop protecteurs, tu vois. Donc là, c'est plutôt du trop pour le coup. Mais ce qui va manquer ici, c'est, euh, tu vois, des soutiens à l'exploration, comme on le nomme. Par exemple, de dire à son gamin, bah, mais l'école, tu vas voir, c'est super, tu vas te faire des copains, puis tu vas apprendre des trucs. Ou plus tard, moi j'ai des grands ados maintenant, donc il y a la question du demain, de leur orientation. J'en ai un qui rêve de faire une année sabbatique. Bah, c'est comment le soutenir là-dedans, tu vois. Et ça fait partie aussi de ce qu'a besoin un enfant. Et parfois, il y a des enfants qui ont manqué de ça, qui ont manqué de compliments, de soutien, tu vois. Donc, dans le passé, il y a aussi plein de situations différentes. Et globalement, donc, il y a quelque chose qui a été déséquilibré, soit dans le trop, soit dans le pas assez. Et ça va créer, du coup, une manière de s'attacher aux autres insécure. Et là, il y a deux grandes polarités, hein. Il y a deux systèmes de défense, on peut dire. Soit je vais éviter les émotions, donc j'ai déjà un petit peu décrit, hein. Donc c'est des gens qui se déconnectent, hein, qui se dissocient pour avancer.
et qui vont donc avoir cet attachement dit évitant ou détaché, où c'est un peu loin des émotions, on se porte bien mieux. Donc ça, j'y reviens pas parce que je pense que j'ai déjà un peu expliqué. Et après, l'autre polarité, c'est la polarité dite anxieuse. Mais quand on dit anxieuse, c'est anxieux dans la tête, c'est-à-dire préoccupé, hein. On dit d'ailleurs l'attachement préoccupé ou fusionnel, c'est-à-dire ces personnes qui sont excessivement préoccupées par la relation, avec des soucis du type est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'elle va pas me quitter? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Si je le suis pas, forcément, je vais me retrouver seule. Et si je suis seule, ça y est, c'est terminé pour moi. Je ne peux pas être seule. J'ai besoin des autres. Donc, quelque chose qu'on nomme anaclitique, hein, ça c'est un mot de psychologie, mais qui veut dire s'accrocher à, tu vois. Hein, et d'ailleurs, on dit dans le langage courant collant, hein. Donc, c'est collant dans la relation amoureuse, hein, d'avoir du mal à décoller de l'autre physiquement et même psychiquement. C'est-à-dire que l'autre est à peine parti, on a besoin d'envoyer un texto pour savoir si c'est bien arrivé, par exemple. Tu vois? Et ça, c'est une manière aussi de se défendre de cette insécurité, hein. Autant les évitants, on comprend très vite, je pense, hein. Ils évitent les émotions, du coup, ils ont l'impression qu'ils gèrent, hein. On a parlé des bombes à retardement. Les anxieux, c'est moins évident à comprendre, mais en fait, c'est aussi une manière de pallier à leur insécurité de fond, parce que chez eux, le principe, c'est que il vaut mieux avoir des miettes d'attention que rien. Et si je demande beaucoup, hein, si je suis tout le temps, alors avec les smartphones aujourd'hui, c'est terrible, mais par exemple, à être avec l'autre, hein, de demander beaucoup, de déverser beaucoup, de parler beaucoup, eh bien, j'aurai au moins des miettes d'attention. Et ça, c'est mieux que rien. Donc, c'est une stratégie aussi, hein. Tout ça, c'est des stratégies inconscientes, hein, pour faire face avec ce qui est au fond, c'est-à-dire un sentiment de solitude, d'incompétence, de doute. Et ça, c'est l'attachement dit anxieux ou préoccupé, fusionnel aussi. Et enfin, pour terminer, tu as le troisième style d'attachement insécure, donc quatrième, hein, dans les quatre, qui est un mix des deux. On appelle désorganisé ou chaotique, hein. Désorganisé parce que ce n'est pas organisé. Tu vois, les anxieux, c'est organisé, hein. Ils demandent, ils sollicitent beaucoup, ils sont dans ce mode-là, bon, ils reçoivent, hein. Bon, parfois, c'est aussi un vrai problème parce qu'ils peuvent être justement rejetés et abandonnés parce qu'ils en deviennent excessifs. Mais au premier niveau, on va dire que ça fonctionne. C'est organisé. Les évitants, c'est organisé, ils se débrouillent tout seuls, ça marche un temps, mais au bout d'un moment, c'est pareil, ça ne suffira pas. Les personnes désorganisées, elles vont osciller entre les deux stratégies. Donc parfois, elles demandent beaucoup, puis après, elles s'isolent et elles sont en mode autogestion, mais avec souvent des conduites dissociatives assez problématiques, hein, comme alcool, drogue, etc. Ou l'inverse, tu vois. Et donc, il y a quelque chose qui est forcément chaotique. Ça donne des quotidiens faits de crises, en fait. Donc, crises de tout type. Panique, colère, dépression, passage à l'acte, idées suicidaires, etc. Donc, c'est plus rare, ce quatrième style d'attachement. Officiellement, on parle de 5%. Là, moi, je crois qu'il est sous-estimé pour le coup. Moi, je pense qu'il y a quand même plus de gens que ça. Parce que tu as des mix, en fait, hein. Là, j'ai cité des quatre catégories, mais on n'est pas des Oui. objets qu'on met dans des cases, hein. C'est là où je voulais en venir, C'est c'est-à-dire que ça. tout le monde a plus ou moins lu, et puis moi je suis comme ça, et donc moi je suis comme ça, toi tu es comme ça, mais en fait Mm. la chose est beaucoup plus complexe que ce qu'on voudrait bien l'emporter en soi à la suite d'un bouquin. On n'est pas dans une catégorie, et tu vas peut-être nous expliquer comment est-ce qu'on est parfois même les quatre en même temps, et parfois Voilà. c'est lu. Et dans un de tes bouquins, il y a vraiment une table de mixage avec Oui. les quatre curseurs. Voilà. Absolument. J'utilise cette image parce que je pense qu'elle est assez claire, hein, que une fois que j'ai expliqué les quatre catégories, c'est important parce que le cerveau, il a besoin de structure. Une fois que j'ai dit ça, eh ben c'est là où on va mettre vraiment de la porosité entre les quatre catégories et qu'on va voir qu'il y a plein de mix. On peut être, par exemple, sécure anxieux. On peut être sécure évitant, hein. On peut être encore désorganisé à des moments où, dans sa vie amoureuse, par exemple, tu vois, où on pète des câbles. Mais le reste de sa vie, avec ses enfants ou dans son boulot, on est quand même assez organisé, évitant ou anxieux, par exemple, tu vois. Hein, donc, c'est beaucoup plus subtil que ça en a l'air au premier abord, l'attachement, parce que selon les sphères de la vie, ça peut être différent. Ça évolue aussi au fil de la vie. Alors, on le souhaite
vers la sécurité, hein, mais parfois c'est l'inverse, hein. Si tu vis des graves traumas, tu peux t'insécuriser, hein. Donc ça évolue. Et puis enfin, il y a beaucoup de porosité. Et c'est pour ça que moi, j'utilise cette image de la table de mixage où, imaginons qu'on est un ingénieur du son avec notre psyché qui est représenté avec ces grandes tables là. Et il y a quatre grands curseurs, hein, sécure, anxieux, évitant et désorganisé. Et ça évolue selon ce qui se passe et selon la vie. Alors, on n'a jamais évidemment les quatre en haut, les quatre en bas, ça c'est pas possible. Mais selon ce qui se passe, eh bien, c'est une part de moi qui prend les commandes. Et c'est pour ça que utiliser le langage des parts ou des parties de la personnalité est très utile, hein, empêche d'être réductionniste et donc simpliste. euh, Parce que on a en nous, en fait, effectivement, comme tu dis, les quatre, et que ce qui est important, c'est de se connaître à ces quatre endroits et de voir quand une s'active, tu vois, et de pouvoir ainsi réguler. Et ça, c'est le chemin de guérison, pour revenir à ta question. Poser la conscience. Connaître ça, par exemple, c'est un sacré atout, moi, je trouve, pour mieux surfer la vie, quoi. Alors, effectivement, moi j'allais dire poser la conscience à ces endroits-là, arriver à reconnaître ce qui est en train de se jouer, par exemple, dans nos activations, dans nos déflagrations émotionnelles, hein. Mm. Euh, Cependant, cela implique une forme de métacognition de chaque moment. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette posture méta qui, Oui. dans ma perception, très peu de gens sont en mesure d'incarner? Mm. Euh, qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet-là? Oui, alors, ben, tendre vers la métaposition, hein, donc métacognition dans le sens d'avoir des cognitions de recul, c'est, je pense qu'on a tous à vivre, hein, à faire. Mais selon ce qu'on a vécu, eh bien, c'est plus ou moins facile. Moi, je crois que c'est là où on a toujours besoin d'un autre, en fait, pour être reflété. Parce que dans les moments de déflagration, on n'est que pure réaction, tu vois. On est réaction émotionnelle, comportementale, dans le sens qu'on a des réflexes, hein. On va, par exemple, agripper l'autre, par exemple, avec vraiment notre main, et on ne comprend pas ce geste, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, moi, par exemple, qui suis évitante, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, quand mon mec me dit qu'il me quitte, il y a une part de moi qui s'agrippe à lui comme une suppliante. Et là, je te donne un exemple personnel parce que moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Bref. Et à ce moment-là, tu vois, c'est comme si on voit notre corps vivre des émotions et réagir, et c'est pas nous, hein. Donc ça montre bien que là, on est quand même objet de notre psyché, quoi. Donc c'est tout un chemin pour arriver à le plus tôt possible faire ce pas de recul et dire, OK, qu'est-ce qui m'est arrivé hier? Ou qu'est-ce qui m'est arrivé il y a 20 ans? Hein. Et c'est là où si t'as pas quelqu'un en face de toi avec qui déjà tu te sens bien en confiance, ça c'est évidemment le préalable, hein. Sinon, on ne peut pas dénouer nos sphères intimes, c'est pas possible. Et puis qu'il y a aussi, hein, la pertinence de poser des questions, mais surtout la douceur, tu vois, d'aller dans des endroits, eh bien, on ne peut pas se détacher, hein. Et c'est pour ça que quand même, le, le fait de parler, hein, aide tant de personnes, hein. Et c'est pour ça que la base de la psychologie, hein, c'est avant tout ce dialogue-là, tu vois. Pour qu'à un moment, peut-être, quand j'aurai assez cheminé, j'ai intégré ça, hein, donc j'ai intégré un self auxiliaire, hein, qui est un thérapeute ou un ami, et que je puisse maintenant avoir cette sagesse intérieure et que je puisse me dire, oula, Gwen, ta réaction il y a 5 minutes, c'est parce que tu es hyper activé sur telle part de toi. Mais ça, c'est un chemin, hein. Et y arriver de plus en plus proche de l'événement, on va dire, bah, c'est des progrès. Mais il faut rappeler que quand on vit des trucs très difficiles, enfin, tout le monde bug, tout le monde est sidéré, hein, c'est très connu au niveau neurophysiologique, hein. Il y a tout un truc très, à nouveau, très connu qui se passe dans le cerveau qui fait que d'abord, tu es un corps qui réagit et après un cerveau qui pense, tu vois. Mais c'est satisfaisant quand on avance. Et moi, je vois, hein, j'étais quand même bien insécure et même désorganisée, hein, évitante quand j'étais jeune adulte.
je me prenais de flot des trucs en moi, des parts qui s'activaient, je ne comprenais rien. C'est pour ça que je suis allée voir, moi, la première fois, j'avais 21 ans, un psy, en me disant, qu'est-ce qui m'arrive? Expliquez-moi, hein. Et peu à peu, tu vois, peu à peu, 25 ans après, bah, il y a des endroits où bah, je peux maintenant avoir ce recul par moi-même, et puis d'autres moments, non. J'ai besoin d'appeler une copine, d'aller voir ma psy, et de tricoter les trucs, quoi. C'est vraiment le lien à l'autre dans la dimension thérapeutique qui permet, je crois, d'ouvrir la porte à une métacognition, une métaposition qui permet de, non pas de se dissocier, mais de se décentrer sur le processus en cours pour pouvoir un peu le regarder à travers, on va dire, des lunettes peut-être un peu moins teintées. Oui, oui. Je dis souvent, blessé par le lien, guéri par le lien. Hein. Que, n'en déplaise aux parts évitantes, hein, qui sont très fortes chez certaines personnes, quand vous avez été blessé par un autre, et la grande majorité des traumas, ce sont des blessures de lien. Et les plus graves, c'est celles perpétrées par les gens auxquels on tient le plus, hein, donc les parents, mais aussi dans le couple, hein, l'attachement traumatique, hein, donc tu témoignes dans ton bouquin, c'est ça. Et c'est là aussi, on n'a pas quelqu'un à côté de nous pour aller voir ces endroits si douloureux, on ne peut pas y aller. C'est ça, On ne peut pas. c'est ça. Mhm. Bien, nous voilà presque à 1 heure. Mhm. Je voulais officiellement te remercier pour la critique que tu as fait de mon livre Récit qui est juste là, Récit Mhm. thérapeutique d'un attachement traumatique. Merci beaucoup, j'ai été très très touché. Et toi, tu as écrit notamment ça. Mhm. Et je l'ai évidemment parcouru et je me permets de le recommander ici. Couper des autres, couper de soi. Mhm. Oui, dans ce livre-là, je parle principalement de l'attachement évitant. Hein, mon premier bouquin, il était un peu généraliste sur l'attachement, et puis j'ai eu à cœur d'écrire très vite derrière celui-ci parce que pourquoi parler de l'évitement? Parce que déjà, c'est l'attachement insécure le plus courant, hein, donc ça serait 25% des gens, mais c'est un chiffre qui est plutôt en augmentation, hein, et ça, pour le coup, les stats sont très clairs. Probablement parce qu'on est dans une société évitante, hein, dissociée, malade à plein d'endroits. Donc l'évitement, c'est quelque chose de courant. Et aussi, j'avais à cœur de l'écrire parce que, euh, et c'est beaucoup de retours dans ce sens-là que j'ai, c'est que les personnes évitantes sont vraiment en souffrance, mais souvent ne se comprennent pas. Et sont très souvent jugées par les autres, sommées de trouver des solutions à des endroits où en fait c'est juste qu'elles savent pas y faire, quoi. C'est pas qu'elles veulent pas montrer leurs émotions, montrer leurs sentiments, leur attachement, c'est qu'elles ne savent pas faire. Parce qu'elles ont appris à ne pas faire. Et donc j'avais à cœur de dénouer tout ça pour normaliser, rassurer ces gens, ces personnes-là, hein, dont j'ai fait partie longtemps et où je peux encore agir ainsi. Et puis enfin, la dernière raison pour laquelle j'écris ce livre, c'est que moi, je viens d'une famille tellement évidente. Hein. Mes parents, mes frères, hein, moi-même, on a grandi sur un mode warrior, rien ne nous touche, on avance, pourtant on a vécu des choses très dures. Et c'était aussi, tu vois, témoigner de cet endroit-là où on peut peu à peu sortir de ça. Hein. Moi, j'étais quelqu'un qui parlait pas de ses sentiments tellement j'avais peur d'être rejetée, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que j'ai bien progressé là-dessus. Pour moi, avoir des enfants, c'était difficile aussi, tu vois, parce que ouf, hein, il allait falloir que j'ouvre mon cœur. Hein. D'ailleurs, merci à mes enfants pour ça. Il y a un vrai chemin derrière de changement et de guérison. Merci Gwenaël. Voilà, et juste une chose que je voulais dire sur ton livre, Stéphane. Donc, si vous voulez comprendre ce qui se passe au moment d'une déflagration d'attachement, hein, moi j'appelle ça les îlots de désorganisation dans mon bouquin. C'est ces moments où en fait on perd complètement le nord, hein, notre boussole intérieure elle part dans tous les sens, on ne se reconnaît plus. Souvent on se juge et on se juge hein, sévèrement en disant mais je suis fou, qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, lisez le bouquin de Stéphane parce que tu décris très bien ces moments où il y a quelque chose qui est tellement activé au centre en fait de la psyché, hein, du cœur, hein, donc chez toi vraiment des blessures profondes, tu l'expliques bien, que
on ne sait plus où on est. Et c'est là où bah, il va falloir être aidé à retrouver peu à peu. Et tu expliques ça très finement de l'intérieur avec tes mots à toi et qui sont en fait vraiment des mots bah, incarnés, habités, hein, comme tous les témoignages. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de bouquins comme ça, hein. La théorie, c'est bien, mais si c'est pas incarné, c'est juste des mots, quoi. Donc voilà, donc merci pour ton bouquin là-dessus. Merci pour ton temps, Gwenaël, et à très bientôt. Avec plaisir, Stéphane. Au revoir.